Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Suleiman Youm. Pour la plupart, on s'est rencontrés tout à l'heure lors du Mega Quiz et je vous souhaite la bienvenue à cette session sur le cloud, levier de croissance pour l'Afrique, qui sera présentée par M. Adam Diouf, qui est le co-founder et le board vice-président de Silversys. Pour rappel, vous pouvez poser à tout moment vos questions et vos commentaires sur le chat et sur la section Q&A. Et à la fin de cette session, nous allons vous partager un lien vers un questionnaire de satisfaction pour avoir vos feedbacks. Donc, je passe maintenant la parole à Monsieur Diouf. Ok, merci Suleiman. Bienvenue, bonjour à tous. J'espère que le réveil n'est pas trop matinal. On sait que les samedis sont faits pour se reposer. Et on va profiter en tout cas de ce temps-là pour essayer de présenter un peu, comme le disait Amadou tout de suite sur la keynote, un peu notre passion sur le cloud et voir comment est-ce que justement l'adoption de ce cloud-là peut nous permettre, nous, dans nos pays, dans nos régions, dans nos entités, pour à dire, croître et aller en tout cas plus facilement atteindre un certain niveau de production de services, de développement, etc., etc. Donc ça c'est vraiment le sujet, on va dire de cette session-là. On va essayer de voir un peu durant la session quelques grands points. D'abord, qu'est-ce que le cloud? Je pense qu'il y a une définition un peu globale euh, qui a été donnée dans la keynote donc de démarrage. Je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus, puisque aujourd'hui, on sait un peu de quoi il s'agit. Ensuite, on va voir un peu les différents avantages, on va dire, de manière globale que le cloud euh, peut permettre on va dire, d'atteindre. Et surtout, quels sont ces avantages-là dans notre région, c'est-à-dire en Afrique, dans quelle mesure ces avantages-là peuvent être vraiment intéressants pour nous. On va voir aussi quelques use cases, c'est des cas réels d'entités, d'organisations que nous avons eu à accompagner, on va dire sur les 10, 15 dernières années, justement dans la migration du cloud et comment est-ce que, en tout cas, quelles solutions nous avons eu à mettre en place pour eux dans on va dire le brouhaha de ce que c'est le cloud. Pour finir, on va regarder un peu les défis de notre région, principalement, sur l'adoption du cloud et les solutions qu'on peut y appliquer. Comment, effectivement, une fois qu'on connaît ces challenges-là, une fois qu'on connaît les leviers de solutions qu'on peut appliquer, comment est-ce que chaque entité peut aller et planifier, on va dire, cette migration-là. Comme Suleiman le disait tout de suite, on va essayer de garder un peu de temps dans le cadre en tout cas, dans ces 45 minutes-là, pour répondre aux différentes questions que vous aurez à avoir. Donc, profitez s'il y a des sujets que vous pensez en fait, sur lesquels vous avez des questions ou vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les lancer. Donc, on va commencer par justement ce qu'est le cloud. Donc, typiquement, lorsqu'on parle de cloud, c'est un modèle de fourniture de services informatiques basé sur justement la mise à disposition de ressources partagées euh, qui seront utilisées à la demande et à coût maîtrisé. Tout ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on prend même, je dis, depuis la création d'Internet, nous utilisons le cloud d'une manière ou d'une autre. Donc, justement, rien que le fait d'utiliser Internet, aller sur un site web, c'est utiliser le cloud. Donc, typiquement, aujourd'hui, c'est,
pour nous, le cloud est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne depuis des années. Mais par contre, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'organisation, leverage l'expérience, la compétence de ceux qui ont basé en tout cas leur business, leur entité, ont développé ça sur des dizaines d'années. Comment nous, en tant que société, nous pouvons utiliser justement cette compétence généralisée, cette expérience-là généralisée pour justement utiliser ces leviers-là pour croître. Donc, il y a effectivement plusieurs types de composantes. Donc, lorsqu'on parle de cloud, c'est d'abord la première, celle que l'on connaît un peu moins que les autres, c'est typiquement le IaaS, qui est la fourniture, on va dire, de services spécifiques. Quand je dis spécifique, c'est aujourd'hui lorsque je construis un data center, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un serveur et je vais le poser. Donc ici, typiquement, c'est la virtualisation de cet achat de serveur-là et le poser qui est représenté dans cette structure de service qu'on appelle IaaS. Donc, c'est pouvoir disposer d'un réseau. Donc, typiquement, je vais faire le comparatif encore avec un data center traditionnel. C'est acheter des switches, acheter des routeurs, donc les poser, et donc le stockage, donc des NAS, en tout cas tout ce qu'on veut, des disques durs en termes de stockage. Donc ici, lorsqu'on parle d'IaaS, c'est la virtualisation, on va dire, de ces composantes-là, ces achats physiques. Ce sont ces éléments-là qu'on va prendre et considérer que on va utiliser une composante IaaS lorsqu'on construit justement notre data center sur le cloud. Donc le deuxième composant ou le modèle, c'est le platform as a service. Donc platform as a service, ce que ça veut dire, c'est on va utiliser les différentes composantes typiquement de l'IaaS pour fournir des environnements prédéfinis. On peut parler par exemple d'environnement de développement ou environnement de déploiement. Typiquement, les deux combinés, ça va faire donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'organisation DevOps, où les équipes de développement donc font leur développement. Donc, il y a une plateforme généralisée ou en tout cas centrale sur laquelle ils vont définir certains processus et que selon des triggers, donc des actions vont être lancées pour arriver jusqu'au déploiement. Donc, ce type d'environnement donc sont ce qu'on appelle justement les PaaS. Typiquement, aujourd'hui, c'est une plateforme sur laquelle on va moins s'occuper de la partie donc IaaS, donc serveur. On ne va pas essayer typiquement de déployer des serveurs, les configurer, installer des choses, etc., déployer des réseaux, les configurer pour ensuite mettre les choses. Ici, on trouve un environnement qui est préfet. On le configure selon nos propres, on va dire, process, nos propres requirements, et derrière, on commence à utiliser, sans se soucier de l'infrastructure qui va la faire tourner, entre guillemets. Et pour finir, on va aller sur le dernier modèle, ou en tout cas le modèle le plus élevé de virtualisation. Là, c'est le software as a service, où justement, on prend des applications clés en main qui sont préconfigurées et tout ce qu'on fait, c'est vraiment on va dire, commencer à l'utiliser. On s'inscrit et on commence à utiliser, on crée des utilisateurs, etc. Donc là, ce sont des applications, on va dire, clés en main. On ne se soucie ni de la configuration, donc, ni des déploiements, ni des installations. On ne se soucie pas de l'infrastructure, donc tout ce qui est serveur, base de données, stockage, réseau, etc. Tout ce qu'on vient, c'est je m'inscris, je commence à utiliser. Donc typiquement, ces trois-là sont les composantes majeures de ce qu'on peut trouver aujourd'hui lorsqu'on parle de cloud.
Et donc, dépendant de chaque, on va dire, use case, chaque besoin sur lequel on veut évoluer, on va utiliser un de ces trois-là ou deux de ces trois-là ou même une combinaison de ces trois-là pour arriver en tout cas à des besoins, à résoudre en tout cas ses propres besoins. Donc, en utilisant cela, ce que ça nous donne, on va dire comme avantage, c'est d'abord bon, ce qu'on appelle l'élasticité. C'est aujourd'hui ajuster ou euh, créer des ressources facilement par rapport aux besoins, donc à notre besoin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de, on va dire, de telle capacité. Très très rapidement, je peux, selon justement le modèle que je vais utiliser, les composantes dont je viens de parler tout de suite, je peux très facilement le créer, l'utiliser, le tester et l'enlever. Donc, par rapport à mon besoin, je peux très, très rapidement avoir cette flexibilité-là qui me permet justement de créer des ressources, de les enlever très, très rapidement. Donc, ce qui emmène justement une certaine agilité dans on va dire justement le choix des fonctionnalités, des services, de ce qu'on veut tester, ce qu'on veut utiliser, ce qu'on veut déployer à grande échelle, donc lancer des pilotes ou des phases d'essai très très rapidement et puis donc avoir en quelque sorte comme si on va au restaurant, il y a un menu, ben, je sélectionne à la carte, bon, je veux ça, et ainsi de suite. Donc derrière, ce qui nous, ça, c'est l'autre avantage que ça va nous donner, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire une fois que j'ai choisi mes produits, mes services que je veux utiliser, je n'ai pas forcément besoin d'être assis dans le restaurant pour y accéder. Donc, typiquement, comme c'est le cloud, donc c'est un accès qui peut me permettre donc d'avoir justement la disponibilité de mes données de n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel moment. Donc, je me lève, je sais pas, à 3 heures du matin, j'ai une idée qui vient de sortir de ma tête. Allez, hop, je peux me lever et tester, valider très rapidement. Est-ce que ça marche pas en 2, 3 heures. À 5 heures, bon, je suis fatigué, je me recouche. Donc, c'est une agilité, c'est cette accessibilité qui nous permet justement de pouvoir, dire, derrière, avancer très, très vite. Et justement, derrière, ce que ça nous permet encore d'autre, c'est la simplicité au niveau de la maintenance de tout ce qu'on va déployer. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on prend un data center, on va dire traditionnel, je vais installer mes serveurs, je vais installer mon réseau, il faut que je suive, on va dire, les mises à jour système, je pas de système parce que même ça, on va le suivre derrière lorsqu'on fait l'IAS. Mais par exemple, tout ce qui est BIOS, donc la mise à jour de mes BIOS, la mise à jour de mes équipements réseau, justement des OS de ces équipements réseau-là, donc toute cette gestion-là. Et il y a des choses aussi qu'on oublie, c'est les coûts annexes. Donc, lorsqu'on prend un data center, donc il faut effectivement le refroidir. Donc, c'est de la climatisation. C'est des coûts en électricité. Donc, tout ça, il faut, et lorsqu'on parle d'électricité, on connaît un peu nos environnements. Hein. Donc, il faut assurer donc des groupes électrogènes pour en cas de coupure, bon, faire des investissements peut-être sur le solaire ou sur les énergies renouvelables pour assurer en tout cas toujours cette disponibilité en énergie là. Donc, toute cette gestion-là, donc de l'infrastructure, de la maintenance, c'est-à-dire de cette infrastructure-là, pour qu'elle continue de tourner et simplifier. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va sur GCP, lorsqu'on va sur AWS, lorsqu'on va sur Azure, sur Linode, etc., on crée une instance, on ne s'occupe pas du coût de l'électricité. Ça, c'est la responsabilité du fournisseur. Lui, il garantit que cette instance-là, quel que soit alpha, en tout cas, va tourner selon des niveaux de disponibilité que lui, il garantit. Donc le serveur sur lequel il tourne, l'électricité est fournie, il est refroidi, il est
maintenues, donc les mises à jour se passent, etc., etc. Donc, toute cette charge additionnelle-là de gestion d'un data center nous est enlevée. Et derrière, donc, tout ça mis en place, ça facilite aussi la collaboration. Et quand on parle de collaboration ici, c'est vraiment le partage de documents. C'est le partage d'informations, la collaboration, donc, typiquement sur des documents ensemble, sur des projets, donc, avec des équipes qui vont être dispatchées un peu partout dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, le Covid nous a montré qu'on n'a pas forcément besoin d'être tous assis au même endroit pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir faire évoluer nos entités. Donc, tout ça, c'est possible justement en ayant les bons outils, les bons projets, j'ai pas dit innovation, c'est, bon, en tout cas, les bons projets pour permettre justement cette collaboration-là entre nos différentes équipes. Et sinon, donc, de manière générale aussi, ces avantages-là vont inclure la réduction des coûts. Parce que l'investissement qu'on va faire de manière générale sur un data center, on ne le fait pas. Lorsqu'on déploie lorsqu'on fait justement ces innovations-là, lorsqu'on crée et qu'on supprime des instances, on a la vue sur ces coûts-là. Donc, on a une maîtrise sur ce qu'on crée, ce qu'on supprime. On a une maîtrise même sur le long terme, parce que donc certains on va dire, fournisseurs vont proposer des modèles d'économie d'échelle, donc en prenant des engagements sur du plus ou moins long terme. On va aussi avoir la capacité de l'innovation qui va être accrue. Ce qu'on veut dire par là, c'est que justement, on va dire en tout cas à chaque entité de se focaliser plus sur son métier, sur ses capacités de réflexion, qu'il les mette sur son domaine, son métier, ses process, plutôt que sur la gestion d'une infrastructure, plutôt que sur comment je vais assurer la fourniture d'électricité, comment je vais maintenir et constamment mettre à jour, comment on appelle ça encore, mes infrastructures. Donc, lorsqu'ils deviennent obsolètes, il faut un nouveau projet et ainsi de suite. On va dire, en permettant de se focaliser beaucoup plus sur notre métier, beaucoup plus sur la valeur qu'on veut apporter à nos clients, ça nous permet de pouvoir allouer ce temps-là à la réflexion, à l'innovation. Et derrière, on va dire le dernier, c'est vraiment c'est un accès global. Donc, lorsqu'on parle de cloud, donc justement, on va avoir des fournisseurs qui vont se trouver dans plus ou moins plusieurs régions, on va dire à travers plusieurs villes, plusieurs pays, plusieurs régions et même plusieurs continents. Bah, directement, on va dire que le nôtre a été un peu abandonné par ces différents fournisseurs-là, mais je pense que les changements sont en train d'arriver avec justement des data centers de différents fournisseurs qui commencent à s'implanter en Afrique. Donc, globalement, ça, ce sont les avantages vraiment du cloud de manière générique. Maintenant, comment ces avantages-là vont venir impacter notre région, donc on dit principalement l'Afrique ici. Et ça, bon, on va dire que c'est basé vraiment sur l'expérience qu'on a eue sur on dit les différentes implémentations, les différentes organisations que nous avons eu à accompagner et surtout typiquement bon, on va dire le premier avantage, c'est vraiment la réduction des coûts d'acquisition et de maintenance de l'infrastructure IT. Moi, il y avait, j'ai encore juste cette semaine une discussion que je tenais où donc pour un client qui a lancé sa migration,
typiquement juste les coûts de mise en place du réseau, même pas de mise en place, mais de maintenance du réseau pour permettre un accès global à, à leurs 500, 600 utilisateurs, dépasser les coûts de l'infrastructure mise en place pour supporter leur environnement. Donc, c'est-à-dire, en termes, en mensuel, ils payaient beaucoup moins l'infrastructure sur le cloud que juste les coûts d'accès à leur infrastructure physique. C'est-à-dire, on ne parle même pas derrière de l'acquisition, de la maintenance. Donc, lorsque je parlais tout à l'heure des éléments d'électricité, de fourniture d'électricité, de climatisation, et tout ce qui est connexe, en fait. Donc, lorsqu'on parle ici de 50%, c'est vraiment très, à dire, peu par rapport à ce que nous, en tant qu'entité, on peut gagner en tant que région. Donc, effectivement, on a eu aussi à voir que généralement même dans ça, ce sont des impacts aussi même dans les pays développés. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Covid, donc Covid nous a montré derrière qu'avec le télétravail et surtout les outils qui ont été mis en place, des modes de fonctionnement, les méthodes de travail ont changé par rapport justement à ces solutions-là cloud. Donc, on peut utiliser des SaaS, des PaaS, en tout cas, ou de l'infra. Mais quel que soit ce qu'on a mis derrière, lorsque ce changement-là est accepté au niveau global de l'entreprise, on voit nettement une augmentation de la productivité de tout le monde. Comme je dis, c'est le cas de Covid nous a montré ça. Parce que effectivement, il a fallu changer très rapidement tout en continuant à être performant. Derrière aussi, il y a le gain de temps sur le développement de nouveaux produits et services. Donc, typiquement, l'exemple que je donnais tout à l'heure, en termes de focus, donc lorsqu'on ne gère plus ces aspects infrastructures-là, lorsqu'on ne prend plus de temps pour se poser les questions sur comment est-ce que je dois fournir l'électricité, qui est encore une question de base, et que je le passe à développer mes produits et mes services, ça nous permet derrière de fournir d'autres services, de fournir en tout cas de meilleurs services, améliorer la qualité de ce qu'on fournit déjà à nos clients. Donc ça, c'est un gain qui est déjà énorme, rien que le temps qu'on prend pour, en tout cas qu'on prenait pour certaines questions et qu'on le focus maintenant beaucoup plus sur les services qu'on propose à nos propres clients. On peut non seulement améliorer la qualité de ce qui est déjà produit, mais en plus créer de nouveaux. Donc, derrière, ce qui est, encore une fois, un gain énorme en tant qu'entité. Réduction, justement, sur les délais de commercialisation des produits et services. Donc, typiquement, on peut, je pense sur la keynote de tout à l'heure, on avait aussi quelques exemples qui disaient qu'on peut effectivement fail fast, fail often. Donc, il faut effectivement pouvoir créer des produits, les tester rapidement et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et lorsqu'il y a quelque chose qui marche, pouvoir effectivement le mettre en place, à le commercialiser très, très rapidement. Donc, il faut pouvoir lancer justement ces différents projets-là en parallèle. Et typiquement, donc, je fais souvent la corrélation entre data center physique et cloud. Lorsqu'on est en physique, lancer un projet, il faut aller acheter des serveurs pour le test parce qu'ils n'étaient pas prévus, tout simplement. Et lorsqu'on est sur le cloud, c'est en quelques clics qu'on crée l'instance. On peut très rapidement définir un budget en faisant un sizing, approprié, lancer les instances, tester en parallèle plusieurs solutions, garder celle qui marche et
on va dire, libérer celles qui ne marchent pas. Et donc, typiquement, ça emmène cette réduction-là de commercialisation de tout ce qui est produits et services. Donc, ce qui emmène donc derrière justement à une augmentation des revenus, augmentation des chiffres d'affaires générés, et je dirais augmentation aussi du profit, parce que lorsqu'on réduit ses coûts et qu'on augmente son CA, typiquement c'est le profit qui augmente. Donc, c'est en tout cas une corrélation directe de ces différents gains-là qu'on peut avoir. Et bon, de manière générale aussi, ça sont des indicateurs qu'on peut avoir sur des surveys, principalement dans les pays développés. Mais lorsqu'on parle de l'indice de satisfaction du client, donc de manière générale, faire cette migration sur le cloud-là amène justement l'augmentation de la satisfaction du client. Donc, il est mieux servi, avec plus de qualité. Il a de nouveaux produits qui répondent à ses attentes, qui ont été testés, validés et ainsi de suite. Parfois même, ces clients-là font partie de ces tests de validation. Donc, les clients deviennent plus satisfaits et donc participent à l'augmentation justement des chiffres d'affaires en restant en tant que client et potentiellement avec le bouche à oreille en proposant ces mêmes produits-là à leur connaissance. Donc, à dire pour nous, entreprises africaines, c'est lorsqu'on parle de réduction de coûts, ce que ça veut dire, c'est pas d'investissement réellement massif en infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, si on devait prendre le même chemin que on va dire, les pays développés, on devrait, nous, d'abord, construire des data centers. Ensuite, après ces data centers-là, faire notre migration sur le cloud. On n'a pas besoin de faire tout ça. Ce dont on a besoin, c'est justement de comprendre aujourd'hui nos besoins, de comprendre ce qu'est le cloud et de nous éviter, en tout cas, ces investissements-là massifs en infrastructure physique. Donc, pour continuer, derrière, c'est l'accès à une technologie de pointe. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Donc, c'est l'accès à, ce sont on va dire comment on appelle ça quoi? Bon, je continue. C'est l'accès à une technologie de pointe. Donc, toutes les dernières technologies, l'accès à des ressources hautement performantes. Donc, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, une société sénégalaise, une société malienne, une société guinéenne, une société africaine de manière générale va avoir accès aux mêmes technologies que OpenAI qui donc a créé ChatGPT. Qu'est-ce qui nous empêche nous aujourd'hui d'avoir ces mêmes on va dire solutions là, de pouvoir créer ces technologies là. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, flexibilité, évolutivité. Donc à ce niveau-là, c'est une flexibilité exceptionnelle pour nous, nos entreprises, c'est ajuster facilement les ressources en fonction de nos besoins. C'est pouvoir dire, lorsque j'ai une augmentation de charge de travail, où je les connais, typiquement, faire du autoscaling, ou pouvoir avoir accès à plusieurs régions, déployer ces solutions, ces produits dans plusieurs régions. Lorsqu'une tombe, l'autre va automatiquement prendre le relais. Donc, pouvoir justement disponibiliser à tout moment, à tout instant, les différentes solutions qu'on va mettre en place. Ce qu'on va aussi avoir, c'est, bon, comme on dit, collaboration et mobilité. Hein. Typiquement, aujourd'hui, bon, je vais prendre notre cas particulier, on est dans un mode qui est entièrement, comment on dit, work from anywhere. C'est-à-dire, n'importe qui, de n'importe où, peut travailler, donc, avec la même, on va dire, avec les,
la même productivité, les mêmes capacités que n'importe qui, qu'il soit au bureau ou à la maison ou à la plage. L'essentiel, c'est d'avoir justement un accès à Internet et de pouvoir justement accéder aux différentes ressources. Donc, ce qui permet justement d'augmenter cette mobilité-là et la productivité de tout un chacun. Et pour finir, comme je disais tout de suite, innovation, entrepreneuriat. L'exemple que j'ai donné tout de suite, c'est qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir des structures qui sont donc au même niveau, qui proposent le même type de service que OpenAI avec ChatGPT. C'est juste se mettre justement dans ces domaines-là. Donc, c'est avoir cette réflexion-là de comment est-ce que nous, en tant que société, ayant à disposition ces différents outils-là, comment nous pouvons nous-mêmes créer de nouvelles solutions ou même des solutions qui nous sont propres. Parce que nos problèmes, quand je dis nos problèmes, c'est dans nos différentes régions africaines, ne sont pas forcément les mêmes que celles de l'Europe, ne sont pas forcément les mêmes que celles en Asie ou en Amérique. Donc, réfléchir autrement pour trouver justement des solutions et les appliquer, les tester avec justement l'accès à toutes ces ressources-là. Et comme je dis, ce sont des ressources des technologies de pointe. Donc, voilà, en termes, en tout cas, en résumé, ce qu'on peut dire sur, sur ces différents avantages-là, c'est que il y a en tout cas des leviers et des avantages significatifs donc pour nous en tant qu'Africains, en tant qu'informaticiens, de pouvoir proposer justement ces solutions-là à moindre coût, donc grâce justement à l'accès à ces technologies de pointe-là, à la flexibilité qu'on peut avoir, aux collaborations et justement stimuler derrière tout ce qui est innovation, création, entrepreneuriat, enfin tout ce qu'on veut en tant qu'IT. Donc, quelques cas d'utilisation. Typiquement, aujourd'hui, bon, je vais essayer, je pense que j'ai un peu trop parlé. Je vais prendre quelques cas d'identité qu'on a eu à accompagner sur différentes, en tout cas dans différents domaines. Dans le secteur public, ici, nous avons eu à accompagner, par exemple, des structures de la santé qui est avec un besoin particulier qui est de gérer la disponibilité de leurs produits de santé à l'échelle nationale. Lorsqu'on parle d'échelle nationale, c'est vraiment dans tout le pays. Automatiser le processus de gestion de stock, faciliter les reporting et bon, que ce soit disponible à tout moment. Donc, avec certaines contraintes, donc par exemple, les utilisateurs cibles vont être dans des zones rurales et reculées. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y a des régions, typiquement, où on va se trouver sans Internet pendant longtemps, où il faut se déplacer même de son lieu de travail à un autre point pour pouvoir avoir accès à Internet. Avec des pics d'utilisation à des heures précises qui sont connues et surtout la simplification des solutions à utiliser. Donc, les solutions qui ont été appliquées, bon, on va dire typiquement, c'est ce qu'on connaît. Donc, c'est application web avec des capacités offline et online. Donc, application mobile avec des capacités offline et online. Back-end API et back-end fonctionnel. Bon, comme on dit, ça, c'est vraiment on va dire les grandes lignes des solutions. Mais derrière, ce que ça a voulu dire, c'est qu'on a utilisé, on va dire, plusieurs composantes. Des composantes IaaS, donc pour tout ce qui est infrastructure distribuée et haute disponibilité, en autoscaling pour des applications, donc les différents backends qu'on avait proposés, des solutions en passe, donc pour des notifications d'emails, de SMS, du SaaS pour la base de données et des parfaits applicatifs. Et bon, ici, le fournisseur était exclusivement ou entièrement sur du AWS.
Donc, ici, typiquement, ce qu'on peut dire par rapport aux contraintes, c'est que surtout les SMS ont été utilisés, c'est-à-dire, pour la communication entre même certains systèmes. Donc, typiquement, on va dire, c'est des gateways donc, qui vont envoyer des SMS, communiquer entre eux, par SMS, sur des régions, on va dire, où il n'y a pas d'Internet. C'est les possibilités donc offline, online, des applications qui sont proposées, qui permettent de stocker des données localement. Ensuite, lorsqu'on a Internet, allez, on les push. Et ça fait de la synchronisation. Et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de réflexion, d'innovation dans notre région, voir les problèmes qu'on a, c'est ce type de solutions qui peuvent être utilisées. Et derrière, bon, comme je dis, il y a d'autres cas de figure. Ici, dans le monde corporate, les banques, donc nous en avons accompagné un certain nombre. Donc avec typiquement, c'est les mêmes contraintes. Donc des systèmes centraux, des systèmes locaux, couverture sur plusieurs pays. Donc couverture aussi dans chacun des pays, dans des régions dans tout le pays et certaines régions reculées et surtout rester sur des normes de sécurité vraiment on va dire intéressantes, enfin maximales. Et donc là aussi c'est un mix, on va dire, de plusieurs fournisseurs, composantes, IaaS, PaaS, SaaS. Ici, on a vu, donc, c'est du Azure, c'est du Microsoft 365, du Meraki, et du aussi Oracle Cloud Infrastructure. Donc, et on se retrouve derrière avec d'autres domaines qui chacun va avoir ses propres besoins, ses propres réalités. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de voir dans quelle mesure cette entreprise-là va avoir, on va dire, typiquement on appelle ça encore, les solutions pour répondre à ces besoins particuliers. Donc aussi côté startup avec des fintech, donc accompagnés, donc avec chacun aussi pareil leurs contraintes, les solutions utilisées et donc différents fournisseurs qui vont répondre à ces besoins-là. Donc l'accompagnement, c'est vraiment dans ce cadre-là. Bon, je vais devoir accélérer un petit peu parce que j'ai traîné un peu trop sur les autres. Donc en termes de défis et de solutions, hein, donc principal défi qu'on va rencontrer, c'est les infrastructures et la connectivité. Donc la disponibilité de cela, les zones rurales, les zones reculées où parfois il n'y a rien du tout. Les solutions, c'est avoir des initiatives qui existent aujourd'hui, publiques ou privées, d'amélioration de ces infrastructures-là. Donc ici, on va parler d'électricité, d'accès à Internet, etc. Et surtout, nous-mêmes en tant qu'acteurs, on va dire, c'est l'innovation et l'imagination dans les solutions qu'on va proposer. Donc le second défi, c'est la sécurité des données. On a déjà une mauvaise perception, on va dire de manière générale, du cloud. Ce qu'est le cloud, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que c'est? Il y a cette perception-là, donc, sur ce que c'est. Les risques de sécurité, justement, dus à des migrations, on va dire, non maîtrisées, les connaissances limitées sur les meilleures pratiques en termes de sécurité. Derrière, bon, il y a un certain nombre aussi de solutions qu'on peut mettre en place, donc avec la mise en place de sécurité appropriée, l'accompagnement, la formation des utilisateurs et ainsi de suite. Et donc, quand on parle de formation, c'est les défis qui y sont liés, ce sont la compréhension limitée des technologies du cloud, le changement de paradigme même par rapport lorsqu'on part sur une infrastructure physique versus le cloud, et des nouvelles compétences qu'il faut acquérir. Les solutions, c'est formation et sensibilisation donc des différents acteurs, aussi bien technologiques que business, qu'opérationnels.
l'évolution des compétences qu'on a eu à gagner traditionnellement, nous, en tant qu'informaticiens, nous, en tant qu'acteurs dans ce domaine-là, il faut qu'on apprenne de nouvelles technologies et qu'on soit dans ce mode d'apprentissage continu. L'adoption, justement, de nouvelles attitudes, comme je disais, de formation continue, donc par l'utilisation de plateformes donc de formation et donc justement de veille technologique. La conformité réglementaire. Donc aujourd'hui, nous avons des réglementations qui sont soit inexistantes, soit embryonnaires. Le niveau de connaissance du cloud même qui est quand même assez limité au niveau des régulateurs. Les solutions qu'on peut avoir ici, c'est nous-mêmes à notre niveau, c'est faire ce suivi et l'analyse des réglementations, nous impliquer en tant qu'acteurs dans l'élaboration de ces cadres-là et mutualiser justement nos compétences et nos réglementations, donc par des réglementations régionales et autres. Et donc, derrière moi, c'est la migration. Comment est-ce que, quels sont les défis liés à ces migrations-là? C'est des données disparates qu'il va falloir justement comprendre et aller collecter un peu partout. C'est des fonctionnements qui sont de manière traditionnelle dans nos environnements informels. Donc, les solutions qu'on peut y appliquer, c'est justement faire ce travail de planification-là, définir de bonnes stratégies de migration et justement mettre en place des politiques de sauvegarde et de reprise très très rapides pour permettre justement d'avancer dans ce niveau, à ce niveau-là. Et donc, ce qui nous amène sur justement cette dernière phase-là, comment est-ce qu'on va faire pour adopter et planifier notre migration? C'est d'abord mettre en place un business case, hein. C'est définir les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on va sur le cloud? Qu'est-ce qu'on cherche à y gagner? Est-ce que c'est pour réduire nos coûts? Est-ce que c'est pour être plus mobile? Est-ce que on se pose toutes les questions et on définit ce business case-là. Ensuite, on établit un peu les exigences de sécurité et de conformité de chaque application qu'on veut déployer ou qu'on veut migrer sur le cloud, et on fait les évaluations, on va dire, techniques et fonctionnelles liées à ces migrations-là. Une fois qu'on a notre planning qui est fait, on détermine nos méthodes on va dire, de migration. Donc, il y a plusieurs méthodes. Bon, je pense que on ne va pas les définir toutes ici, mais c'est du lift and shift, c'est du refactoring, du re-engineering ou l'évolution vers des applis cloud ready. L'utilisation des outils disponibles et l'adoption justement du DevOps dans le cloud. Donc, tout ça fait partie de ces étapes de migration-là qu'on va planifier et exécuter. Et après la migration, justement, c'est évaluer, documenter, gérer les ressources qu'on a mis en place et finir par justement une amélioration continue. Et justement, ça, ce sont en tout cas les choses que nous faisons, on va dire, au jour le jour, avec, on va dire, des entités que nous accompagnons, en tout cas dans cette migration-là. Parce qu'on juge qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir faire cette migration-là et de pouvoir tirer parti un maximum de ce que le cloud propose. Bon, on va dire que j'ai un peu trop traîné sur certaines parties. Je vais essayer de voir si on peut effectivement répondre à quelques questions. Monsieur Suleiman, qu'est-ce qu'on a? Ou en tout cas, voir dans quelle mesure en tout cas on peut répondre, soit par chat ou derrière par d'autres éléments. Bon, merci Monsieur Diouf pour cette belle présentation. Actuellement, il n'y a pas de questions sur le chat ou sur la partie Q&A. Donc, et il est 10h46, donc on doit terminer normalement à 10h45. Donc, Exact. je pense que on peut conclure en fait. Ok, donc très bien. Donc pour effectivement conclure, je pense que
aujourd'hui, c'est à nous de faire justement ce travail-là. Chacun en tant qu'acteur informaticien, en tant qu'acteur métier, en tant que propriétaire, pour voir dans quelle mesure nous pouvons utiliser, encore une fois, toute la compétence acquise par l'ensemble en tout cas, de ces fournisseurs-là et nous permettre d'aller beaucoup plus loin et de faire ce big leap-là de là où nous sommes au même niveau que les sociétés telles que Netflix, telles que OpenAI, telles que, en tout cas, tout ce qui fleurissent aujourd'hui, que nous puissions proposer ce type de solution-là, venant du continent, venant de notre région. Merci encore à tous de votre participation. J'espère que je vous ai emmené, en tout cas, donné plus d'informations et que ceci va vous servir en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de démocratiser vraiment le cloud à travers, à travers notre continent. Et nous restons en tout cas entièrement disponibles pour toute on va dire, information complémentaire. Merci encore à tous et je vous souhaite une bonne journée du cloud et participer aux autres sessions. Oui, merci, Monsieur Diouf. Et soyez rassurés, hein, votre expertise et votre passion ont captivé l'audience. Nous ne pouvons que vous remercier hein, pour votre engagement, votre présence. On remercie également chaleureusement tous les participants car leur présence contribue fortement au succès de cet événement. Et on se donne rendez-vous dans les prochaines sessions. Merci à tout le monde. Merci à Je vais partager un lien, je viens de le faire même sur le chat pour récupérer les feedbacks en fait. Donc, pour tous les participants, vous pouvez aller là-bas et donner vos feedbacks. Et on se retrouve sur les prochaines sessions. Ok, merci Suleiman, bonjour à tous. Au revoir. Allez, pareillement, merci.